Ce qui s'est passé à Dallas ce jour-là est l'un des mystères les plus controversés de notre temps. Il s'ensuivra une avalanche de critiques et d'innombrables théories conspirationnistes. Pour sentir l'odeur de la poudre, il faut que le vent vienne vers vous. Je n'ai pas été touché par le premier tir. J'ai tout de suite pensé que quelqu'un avait tiré. Un homme passera 25 années en quête de la vérité. Vous savez ce qu'en disent vos critiques. Ils disent que c'est absurde, que c'est digne d'un conte de fées, que ça ne vaut rien. Vous allez être très attaqué en publiant cette théorie. Bien sûr, sauf que ces gens n'y connaissent rien en armes à feu et en balistique. Aujourd'hui, un deuxième enquêteur s'intéresse à l'affaire. Sur une scène de crime, quand vous essayez de savoir ce qui s'est passé, la solution vient invariablement des témoins. Ce sont eux qui vont résoudre l'affaire. Qui a tué John Fitzgerald Kennedy? La police nous dit, n'avancez pas, vous ne pouvez pas aller par ici. Ces deux experts ont-ils enfin trouvé la preuve irréfutable que personne ne voulait voir? Nous avons fabriqué une tour et une cible mouvante reproduisant exactement la distance et la hauteur mesurées sur le Dealey Plaza. Grâce à un moteur électrique, la cible se déplace à 18 km/h, soit la vitesse approximative du convoi présidentiel. 11 tireurs d'élite volontaires ont chacun à leur tour tiré 3 balles sur la cible mouvante. Est-il physiquement possible de tirer 3 cartouches en 5 secondes et 6 dixièmes en utilisant un fusil à verrou Mannlicher Carcano de 1938 comme celui d'Oswald? Ce n'était pas l'arme idéale pour ce genre de mission. Soyons clairs, c'était de la camelote. Elle venait d'un surplus de l'armée. Elle était extrêmement lourde. Elle s'enrayait facilement et le viseur n'était pas correctement aligné. La crédibilité du rapport Warren repose sur ce test. Un ingénieur en armement a obtenu le meilleur score. 3 balles dans la cible en 5 secondes et 2 dixièmes. Il s'appelle Howard Donahue. Il lui aura fallu 3 essais, mais grâce à ses efforts, CBS conclut que la théorie officielle est plausible. Le test a donc été réussi par un expert en balistique. Mais c'était son 3e essai. Il a eu le temps de s'entraîner. Oswald, lui, était pressé. Il a sorti son arme, il a visé, il a tiré. Il n'a pas eu l'occasion de s'entraîner. Il devait être gonflé d'adrénaline, sous pression, stressé et probablement mort de peur. Je ne peux pas croire qu'il ait touché sa cible 3 fois en aussi peu de temps. Howard Donahue n'y croit pas non plus. Il est tireur d'élite, mais également expert en balistique. Sa participation au test de CBS le lance dans une enquête personnelle qui deviendra une obsession. C'est sur cette quête visant à réexaminer les faits de l'assassinat de JFK que s'appuie aujourd'hui Colin McLaren. Howard Donahue était expert en balistique. S'il n'avait pas mené sa propre enquête, je ne serais pas là aujourd'hui. Après avoir participé au test de CBS, Howard Donahue doute que Lee Harvey Oswald ait pu tirer 3 fois en 5 secondes et 6 dixièmes. Pendant 25 ans, ce doute va devenir une obsession, révéler la vérité sur l'assassinat de JFK. Il s'est mis à examiner les détails, et parfois ça ne lui semblait pas logique. Il ne comprenait pas. C'était quelqu'un qui voulait comprendre à tout prix. Howard Donahue était un pilote de chasse maintes fois décoré pendant la Seconde Guerre mondiale. Né dans l'État de New York, il a grandi à Baltimore où il a vécu jusqu'à sa mort en 1999. Mon père a côtoyé les armes toute sa vie. Il a toujours eu une arme, depuis sa première carabine calibre 22, reçue quand il avait 11 ans. Enfant, Colin est témoin de l'enthousiasme de son père pour les armes et de son obsession pour l'affaire JFK. Il allait souvent chasser et pêcher. Il adorait la vie au grand air. Au fil des années, il est devenu expert en tir de précision. Il tenait une armurerie, il fabriquait lui-même des armes et il était expert auprès des tribunaux. Donahue pense lui aussi qu'une seule balle a bien touché les 2 hommes, mais il se demande s'il s'agissait bien de la première des 3, comme le pense la commission. Il se souvient que le gouverneur était en désaccord avec cette conclusion et qu'il l'a exprimé publiquement à plusieurs reprises. Pour moi, il ne fait aucun doute que je n'ai pas été touché par la première balle. J'ai bien entendu le premier tir. Je me suis tourné vers la droite pour voir ce qu'il se passait. Ne voyant rien, j'allais me tourner vers la gauche quand j'ai été frappé par un 2e tir. Le 3e tir a touché le président, mais ne m'a pas touché.
Comme je l'ai déjà dit, j'ai présenté ce témoignage à la commission Warren. Ils ont choisi de réfuter mon interprétation et mon souvenir des événements. Donahue découvre que le témoignage d'un agent des services secrets, Roy Kellerman, contredit également l'ordre des tirs retenu par la commission. Roy Kellerman se trouvait à l'avant de la limousine présidentielle. Il a décrit ce qu'il avait entendu après le premier tir. On a signalé un bruit de pétard. Quand j'ai tourné la tête, j'ai entendu une voix à l'arrière. Je suis convaincu qu'il s'agissait du président. Il a dit « Mon Dieu, je suis touché ». Quand je me suis retourné, il avait la main levée, comme ça. La main droite orientée vers le cou? Oui, c'est ça. Comment le président Kennedy aurait-il pu s'exprimer si le premier tir avait traversé sa gorge et sa trachée comme l'indique le rapport de la commission? Et si le premier tir ne l'a pas touché, où est-il allé? Pourquoi la commission affirme-t-elle que le premier tir a touché JFK dans la nuque? De nombreux témoignages corroborants indiquent que le premier tir a ricoché sur l'asphalte. Virgie Rachley était comptable au dépôt de livres scolaires. Dans sa déposition devant la commission, elle affirme avoir vu une balle rebondir sur la chaussée. Donc, vous étiez bien devant l'immeuble du dépôt de livres scolaires. Oui. Et qu'avez-vous vu? Lorsqu'il est passé devant nous, nous avons entendu un bruit. Et j'ai cru qu'il s'agissait de pétards, parce que j'ai vu quelque chose heurter le sol. À quoi cela ressemblait-il? Eh bien, comme je vous l'ai dit, j'ai cru que c'était un pétard. J'ai vu comme une étincelle. Est-il possible qu'un fragment de cette balle ait atteint Kennedy, le faisant s'exclamer « Mon Dieu, je suis touché » avant qu'il ne soit frappé par la deuxième balle? C'est ce que pense Donahue, désormais convaincu que la commission Warren s'est trompée dans l'ordre des deux premiers tirs. Plus il progressait, plus il trouvait d'incohérences et plus il se posait de questions. Il ne pouvait plus faire machine arrière. En analysant le dossier d'enquête sur l'assassinat de JFK, Colin McLaren se penche sur les indices mis au jour par l'expert en balistique Howard Donahue 40 ans auparavant. Donahue pense que la théorie de la balle unique de la commission Warren est exacte, mais que la trajectoire décrite est erronée. Donahue pense également que la commission s'est trompée dans l'ordre des tirs. Il poursuit son investigation et tourne ensuite son attention vers la balle qui sera fatale à JFK. Le docteur James Humes est pathologiste à l'hôpital naval de Bethesda. C'est lui qui va diriger l'autopsie du président quelques heures seulement après son assassinat. Lorsqu'il passe devant la commission Warren, on lui demande de décrire les dégâts infligés par la troisième balle. La troisième blessure externe au moment de l'examen était une importante dépression sur la partie droite du crâne. Cette dépression concernait à la fois le cuir chevelu, la boîte crânienne et une partie du cerveau qui était apparente. Selon Humes, la blessure s'étend sur 10 à 12 cm de l'avant à l'arrière du crâne et de l'oreille jusque dans les cheveux. Cette énorme blessure est un mystère complet. Alors qu'une des balles transperce le corps de deux individus et ressort presque intacte, la balle qui touche le président à la tête éclate en morceaux. Pourquoi ces deux balles ne se sont-elles pas comportées de la même façon? Sur les radios que nous avions faites auparavant, on pouvait observer de multiples fragments minuscules de matériaux radio-opaques dispersés dans toute la masse cérébrale. Approximativement combien de fragments avez-vous observé sur ces radios? Je dirais entre 30 et 40 fragments. Ce n'est pas l'œuvre d'une balle chemisée. Il s'agirait plutôt d'une balle à fragmentation conçue pour exploser violemment à l'impact. Si Oswald est l'auteur de ces deux coups de feu, comment expliquer cela? Pourquoi aurait-il utilisé deux munitions différentes? En tant qu'expert en balistique, mon père savait qu'on ne pouvait pas avoir une balle transperçante et une autre qui explose, alors qu'Oswald n'avait qu'un seul fusil et un seul type de munition. Ça ne marche pas comme ça. Mais tout le monde semblait omettre ce détail ou simplement l'ignorer. Pour lui, il était essentiel. C'était la clé de toute l'affaire. Colin McLaren veut constater par lui-même la différence entre ces types de munitions, en commençant par les balles chemisées utilisées par Oswald.
Voici une balle chemisée de calibre 6 mm 5. Elle a été conçue pour la guerre, c'est-à-dire pour ne pas s'arrêter. Si un soldat est touché par une telle munition, elle lui passera à travers, lui laissant une chance d'aller à l'hôpital et de rentrer chez lui en l'éliminant néanmoins du champ de bataille. Prêt à tirer? Je tire. Elle est passée à travers. Voilà, Colin. C'est l'effet typique d'une balle chemisée. Elle a traversé, net et sans bavure. Voici maintenant une balle à fragmentation à pointe creuse, conçue pour exploser à l'impact. Le résultat est effrayant. Air de tir dégagé. Attention aux yeux et aux oreilles. Prêt à tirer. Donahue a établi que la balle qui a touché Kennedy à la tête ne correspond pas aux munitions utilisées par Oswald. Il se concentre maintenant sur la taille de la plaie d'entrée dans le crâne du président. La plaie de la partie postérieure droite du crâne avait les dimensions que j'ai déjà citées, c'est-à-dire 15 mm sur 6. D'après le rapport d'autopsie, le diamètre de la plaie d'entrée est de 6 mm et le tunnel creusé par la balle s'étend sur 15 mm avant la fragmentation. Howard a interrogé des pathologistes qui lui ont dit qu'une blessure par balle dans le crâne creuse toujours un sillon un peu plus large que la balle elle-même. Les balles utilisées par Oswald ont un diamètre de 6 mm 5. Si le tir provenait du fusil Carcano d'Oswald, le diamètre de la plaie d'entrée dans le crâne de JFK devrait être au minimum de ce diamètre. Si la plaie ne mesure que 6 mm, il est tout simplement impossible qu'une balle de 6 mm et demi ait touché le crâne du président. Une fois de plus, Howard avait remarqué quelque chose dont personne ne semblait avoir mesuré l'importance. C'était pourtant crucial. Donahue en conclut que le tir mortel a été causé par une balle explosive à fragmentation provenant d'une autre arme. Alors pourquoi a-t-on retrouvé 3 douilles de calibre 6 mm et demi dans le perchoir de Lee Harvey Oswald? Les partisans de la théorie du tireur unique mentionnent toujours ces 3 douilles retrouvées dans le perchoir d'Oswald. L'une d'entre elles se trouvait à l'écart des 2 autres. Howard Donahue explique simplement que cette douille servait à occuper la chambre du fusil lors de son stockage. Vous pouvez nous montrer? Bien sûr. Ainsi, la chambre est protégée de l'humidité et de la poussière. Les photos de la scène de crime indiquent qu'Oswald aurait pu éjecter cette douille vide avant de se mettre en position de tir. C'est une preuve indéniable qu'Oswald n'a tiré que 2 coups de feu. Mais si le tir fatal à la tête n'a pas été tiré par Lee Harvey Oswald, d'où venait-il? Donahue examine la trajectoire de la balle pour trouver la réponse. La commission Warren a calculé que la balle était arrivée à un angle d'environ 16 degrés. Depuis le 6e étage du dépôt, la trajectoire était d'environ 16 degrés vers le bas et 6 degrés sur la droite par rapport à la direction de la limousine. C'est ce deuxième angle qui pose problème. Par rapport à son point d'entrée, la balle aurait dû ressortir quelque part sur la gauche de son visage, au niveau du front ou du nez, mais pas sur la partie supérieure droite de son crâne. Donahue décide de tester la trajectoire lui-même. Il s'appuie sur le rapport d'autopsie de la commission Warren pour déterminer les points d'entrée et de sortie de la balle. Il perce un trou au point de sortie en espérant remonter la trajectoire jusqu'à son point d'origine. Il glisse une baguette de bois à travers le crâne et l'aligne avec la position du président Kennedy au moment du 3e tir.
Il détermine que le coup est parti de derrière le président, mais d'un point bien plus bas que la fenêtre du 6e étage. Howard couldn't believe it. Howard believed that it was Howard n'en revenait pas. En se basant sur les points d'entrée et de sortie de la balle déterminés par l'autopsie, il lui apparaissait tout simplement impossible que la balle qui avait touché JFK à la tête soit partie de la position de tir d'Oswald. Ça n'avait aucun sens. En appliquant des principes simples de balistique, Donoghue conclut avec certitude que la commission se trompe. Il est désormais convaincu qu'il y avait un deuxième tireur ce jour-là sur Dealey Plaza. D'après son analyse de la trajectoire, Howard Donoghue pense qu'un deuxième homme est à l'origine du coup fatal qui a touché John Fitzgerald Kennedy. Il est persuadé que ce troisième tir ne pouvait pas venir du 6e étage du dépôt de livres. Je me tiens à l'endroit exact où JFK a été mortellement touché. Avec de nouvelles informations et de nouvelles photos, Howard Donoghue a fait une découverte sensationnelle qui nous permet de mieux comprendre cette affaire. D'après la trajectoire de la balle, le tir ne venait pas de la fenêtre du 6e étage du dépôt, mais de bien plus bas, derrière moi, où se trouvait la voiture des services secrets. Vous devriez répondre. Une balle chemisée de 6,5 mm de diamètre a été retrouvée sur la civière du gouverneur. Pour Humes et son équipe, la première balle manquante vient d'être retrouvée. La blessure à la tête de JFK n'a rien à voir avec la première. La balle responsable a touché le président derrière la tête et creusé une énorme plaie de 13 cm de diamètre. Humes conclut que cette blessure est due à une balle qui a explosé. L'hémisphère cérébral gauche avait été en partie détruit par l'explosion du projectile. Je n'avais pas besoin d'un neuropathologiste pour voir que le cerveau de cet homme avait éclaté. Avez-vous le souvenir d'éléments radio opaques présents ou apparaissant sur les radiographies? Oui, dans le crâne. Il y avait de minuscules fragments de matériaux radio-opaques. Nous avons pensé qu'il s'agissait de fragments de balles. Très fins, un peu granuleux. Il y en avait jusque dans l'os frontal. Quittez la pièce, s'il vous plaît. Le radiologue Gerald Custer suit les instructions du Dr Humes. Merci, monsieur Custer, c'est à vous. Merci. C'est bon? Départ. Après avoir effectué la radio, Custer monte en urgence dans son laboratoire photographique pour développer les images et les rapporter aux pathologistes. Gerald Custer témoignera de l'intense débat qui s'installe alors dans la salle d'autopsie. Les médecins sont harcelés. C'était un vacarme épouvantable. On était parfois obligé de crier pour se faire entendre. Le supérieur de Custer, le docteur John Ebersol, s'approche de lui. Quand vous a-t-on demandé pour la première fois de ne pas parler de cette autopsie? À la morgue. Ok, à la morgue. Le soir du 22 novembre? Le soir même, oui. D'accord. Et qui vous a demandé de ne pas en parler? Le docteur Ebersol. Il a été très clair. Si vous deviez traduire le plus fidèlement possible ce qu'il vous a dit, ce serait? Vous la bouclez. D'accord. Ça a le mérite d'être clair. Il raconte également comment les services secrets ont entravé le déroulement de l'autopsie. Il y avait un officier et un civil qui devaient être le médecin personnel de Kennedy. Dites-moi, et ces deux personnes donnaient-elles des directives au docteur Ebersol? Oui, tout à fait. Quel genre de directives? La famille Kennedy ne souhaite pas que vous poursuiviez cette opération. Vous voulez qu'elle entre maintenant? Elle ne partira pas d'ici de toute façon. On a la Maison Blanche sur le dos, que voulez-vous qu'on fasse? Bon, ça suffit, vous avez 5 minutes. C'est simple. Il fallait faire une autopsie, peu importe si elle était réalisée correctement. C'était simplement pour le dossier. Reconstituer les faits, ce n'était pas la priorité. Sans cesse interrompu par l'agitation ambiante, le docteur Humes termine son autopsie sans être satisfait de son travail. Il place le cerveau du président dans une boîte en acier pour procéder à de plus amples analyses. Mais il ne le fera jamais.
Les lames préparées par le Dr Humes ont également été remises au service secret. Il ne les a jamais revues. Si tout s'était passé normalement dans la salle d'autopsie, la cause de la mort aurait été établie en 3 ou 4 heures. La balle intacte aurait été comparée à la blessure au cou de JFK. Les pièces à conviction mises sous scellé, étiquetées, et un suivi avec signature aurait été mis en place. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Dr Humes? Oui? Je peux vous parler en privé? Oui, bien sûr. Le patron du Dr Humes, George Berkeley, l'informe que Robert Kennedy réclame le cerveau de son frère. Il m'a demandé si je voulais bien lui remettre le cerveau et je me suis exécuté. C'est là que commence le mystère, car je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Qu'a fait George Berkeley de ce cerveau, c'est le mystère du siècle. Et pourquoi ai-je accédé à sa demande si promptement? Je ne sais pas. Il me parlait de Bobby Kennedy et de sa famille.